Bonjour chers amis, aujourd'hui le 18 septembre 2022, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour la deuxième partie de ma petite présentation sur la collection René Château, les classiques de l'horreur et de l'épouvante. Et dans cette deuxième partie, je vais vous présenter les volumes 5 à 8. Et dans la précédente, je vous montrais les 4 premiers volumes. Je voulais dire en introduction que dans les années 80, au début, j'ai découvert, j'avais une dizaine d'années, j'ai découvert tout un univers assez stupéfiant grâce à la VHS. Mon père avait acheté un très gros magnétoscope Hitachi, très épais, et vous aviez une espèce de cage comme ça, d'un ascenseur qui montait, qui descendait avec un bruit assez rigolo, un logement où vous pouviez enchasser la cassette vidéo. Et les deux premières cassettes que mon père a louées, c'était le zombie que je vous ai présenté la précédente fois et un film de Jean-Paul avec Jean-Paul Belmondo, c'était L'As des As. Donc à l'époque, vous aviez des vidéoclubs avec des locations au jour, 5 francs par jour, de 5 à 7 francs selon les endroits, les époques. Et avec le temps, ça a augmenté un peu, 6 francs, 7 francs. Et puis, vous aviez des endroits qui combinaient un peu, par exemple un kiosque à journaux avec des locations, ou des endroits qui étaient destinés uniquement à la location de vidéos, avec des rayonnages entiers. Et c'était, moi qui avais 9 10 ans, c'était déjà tout un univers intrigant. Et je voulais dire encore en préambule que vous aviez dans cette collection des films très sulfureux de René Château un petit marketing concernant le fait que ces films étaient pour la plupart censurés au sens qu'ils étaient carrément interdits de diffusion dans les cinémas. Et encore, ça dépendait des pays. Et censurés non pas au sens que des scènes à l'intérieur étaient censurées. Mais là, c'est carrément le film entier qui était censuré. Donc à l'époque, vous aviez une censure très pointilleuse. Et je trouve que ces récentes années, c'est l'extrême inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment... euh, vous avez des classifications, des fois interdites au moins de 10 ans, avec des scènes extrêmement osées, soit sensuelles, soit de meurtre, ou pire encore. Donc, grosso modo, en une vingtaine d'années, on est passé d'un extrême à l'autre. Et dans la publicité René Château, vous aviez donc ces films qui étaient interdits de cinéma, pour la plupart. Et vous aviez ce marketing aussi qui disait version intégrale. Et c'est vrai que les films étaient présentés quelques années après leur sortie ou leur non-sortie en intégralité grâce à ces collections VHS. Donc c'était des bons souvenirs. Et dans ces films que mon père louait, les week-ends ou certains week-ends, eh bien vous aviez concernant René Château des bandes annonces. Alors, René Château était connu pour des fois ses innombrables bandes annonces avant le film ou après, ou des fois même les deux, avant, après. C'était incroyable. Et ce qui est étonnant, c'est que quand certains films ont été beaucoup réédités, parfois jusqu'au début des années 90, là, des fois, vous n'aviez plus de bande-annonce, elles avaient disparu. Vous aviez le film, et c'est tout. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire encore en préambule? Les inévitables coquilles. Alors, la précédente vidéo, je disais que Cher pour Frankenstein était sorti en 74, mais c'est en 73. Bon, en considérant, entre parenthèses, que certains pays sortaient le film dès l'année de sa création et d'autres pays, des fois, l'année suivante. Et j'avais dit aussi que le remake de Texas 1
c'était Michael Bay, mais en fait c'est le producteur. Il a financé le film et il a demandé à un pote à lui, Marcus Nispel, de réaliser le film. Et en fait, je pensais à Steve Jablonsky, qui a fait beaucoup de films, de musique de films, pour les films de Michael Bay. C'est pour ça que... alors, je vais vous montrer maintenant le volume 5 de cette collection, les classiques de l'horreur et de l'épouvante, avec un film très intense. C'est le très légendaire Maniac. Voilà, Maniac. Ici, il n'y a pas de numéro 5 parce que ce pressage-là est une réédition de 1990 avec un verso identique au recto, ce qui n'était pas le cas des premières éditions René Château. Voilà Maniac, un film de William Lustig en 1980 avec un acteur remarquable, exceptionnel, Joe Spinell, qui nous interprète ce tueur qui assassine des couples et des dames notamment. Et c'est un film très très intense, vraiment à réserver à un public averti, parce que vous avez dans ce film l'immersion dans la folie, encore plus que dans Texas 1 qui présente une famille cannibale, et dans le Crocodile de la mort, vous avez aussi cet aspect folie, mais là alors avec ce Maniac, vous avez un tueur, vous avez une immersion dans sa psyché et dans sa folie qui est très dérangeante et très traumatisante si vous n'avez pas la distance. Parce que notre Maniac, alors déjà sur la technique, entre guillemets, utilise toutes sortes d'instruments, armes blanches, mais aussi des armes, des fusils. Alors, notre super maniaque, il vit dans une piole sordide, il tue des couples et des dames, et les dames, il coupe une partie comme ça, il fait une espèce de scalp. Il prend cette partie avec les cheveux, il le met sur des mannequins chez lui, et vous avez comme ça des visions très glauques. Pour le moins, le réalisateur a été vraiment excellent. Il nous a fait des images apocalyptiques. Vous avez ces mannequins avec le sang qui coule. Et vous avez notre maniaque qui dort avec, qui parle avec. Et ça donne une dimension du film extrêmement puissante dans l'aspect dérangé du personnage. Alors notre maniaque, il essaye d'interagir avec les dames, mais il n'y arrive pas parce qu'il a subi des traumatismes à cause de sa mère, qui était une mère, disons, maltraitante. On voit à un moment donné notre maniaque qui brûle une cigarette sur la poitrine d'un des mannequins, donc on peut s'imaginer les sévices qu'il a subis. Alors naturellement, le film ne prétend pas du tout justifier des actes atroces à part des traumatismes, sinon ce serait beaucoup moins intéressant. Disons que le film est probant dans le sens où il démontre, disons, la souffrance psychique intense qui peut découler de certains traumatismes d'enfance. Et bien entendu, vu que c'est un film d'horreur, alors tout est poussé à l'extrême. On va voir donc ce tueur qui commet des actes atroces. Et il essaye de lutter aussi contre ses penchants meurtriers. Donc on voit Caroline Munro dans le film qui joue le rôle d'une photographe. Il essaye d'interagir avec elle. Il y arrive assez bien pendant une partie du film, et à la fin du film il va craquer et il va quand même essayer de la tuer. Et on peut penser dans ce film que c'est une sorte de psychose d'Hitchcock complètement outrée,
Mais dans Hitchcock, vous avez une relation émotionnelle un peu incestueuse entre, disons, le tueur et sa mère, vivante ou morte d'ailleurs. Et dans Maniac, c'est plus une dimension de sévice et de traumatisme qui mène à la souffrance psychique et ses conséquences qui peuvent être graves. Alors dans ce film Maniac, vous avez un grand nombre de scènes mythiques, notamment le cimetière avec la mère qui sort de sa tombe. Alors raconté comme ça peut paraître un peu grotesque, mais dans le film c'est vraiment très très bien fichu. Et tout un tas d'autres. Vous avez le métro et les gros plans sur les mannequins. C'est vraiment un film incroyable. Donc, et puis vous avez cette séquence aussi sur les victimes qui se vengent à la fin du film. Un film très intense à ne pas mettre entre tous les yeux et toutes les oreilles. Et donc, comme vous le savez, ma passion c'est la musique de film. Vous avez dans ce film en plus une musique sublime de Jay Chataway, qui était un réalisateur américain, qui nous a fait des musiques pour le film Peur bleue, par exemple. C'était un film Silver Bullet, en anglais, un film sur des loups-garous, qui était assez marrant. Il nous a fait les Maniac Cop 1 et 2, il nous a fait les Missing in Action avec Chuck Norris. Et là, pour Maniac, notre ami Jay Chataway nous a fait une musique qui retranscrit parfaitement la solitude profonde et la folie du tueur, avec des accents mélancoliques et des excellentes musiques où notre maniaque traque ses proies. Et une musique sublime, vraiment. Alors, il y avait un pressage Varèse Sarabande en 1980, Milan aussi, puisque Milan était un peu le frère européen de Varèse Sarabande en termes de label consacré à la musique de film. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore sur Maniac? Il y avait un morceau de disco, ça c'est pour le côté un peu, pour ceux qui s'intéressent à la musique des années 80, d'un groupe qui s'appelle Don Armando Second Avenue Rumba Band, Going to a Showdown. C'était le titre qu'on entend pendant que Caroline Munro fait ses shootings de mannequins. Et en 2018, il y a eu un remake. Alors voilà, les remakes, comme je vous en parle régulièrement, cette nostalgie des films mythiques qui sont indépassables. Un remake en 2018 de Frank Calhoun avec Elijah Wood. Alors un film complètement raté, un remake complètement insipide et qui n'arrive même pas à la semelle de l'original, parce que bon, c'est totalement hors sujet. Alors Elijah Wood, c'est un bon acteur, il est très bon dans les rôles de gentil garçon, dans Le Hobbit, dans Le Seigneur des Anneaux. Il est excellent dans The Good Son avec Macaulay Culkin, le bon fils. Alors là, il est parfait. Mais dans le rôle d'un tueur maniaque torturé et souffrant et qui commet des atrocités, là, c'était un foirage total. Donc je vous déconseille ce remake de Maniac. Voilà, Maniac. Alors, ensuite, donc, je ne sais plus si je vous ai dit, mais comme c'était une réédition de 1990, il n'y a pas le numéro 5. Mais si vous trouvez les précédentes versions, les précédents pressages du film, vous pourrez voir un numéro 5. Par contre, pour le numéro 6, vous avez Du sang pour Dracula. Voilà, un autre film d'Andy Warhol, comme dans ma précédente vidéo, Cher pour Frankenstein. Après Frankenstein, notre ami Andy Warhol nous a fait son Dracula. Du sang pour Dracula, voilà, numéro 6 ici. Voici le verso, toujours avec cette mention strictement interdit aux moins de 18 ans. Flesh for Dracula. Alors,
Du sang pour Dracula d'Andy Warhol, c'est sorti en 1974. Hein. Décidément, c'était une année foisonnante. Et puis, globalement, les années 70 ont été très foisonnantes en termes de films très polémiques et très politiquement incorrects. Donc, comme pour Cher pour Frankenstein, vous avez un film un peu plus léger, un peu plus potache de notre ami Andy Warhol, toujours avec Udo Kier, un acteur qui revient dans plusieurs volumes de cette collection René Château. Donc vous avez un Dracula qui a besoin de sang de jeunes filles vierges. Ça c'est la patte Andy Warhol, hein. C'est presque obligatoire. Donc pour ce faire, il va aller dans une région essayer de trouver ces jeunes filles vierges parce qu'il lui faut du sang de jeunes filles vierges. Bien entendu, il n'en trouvera pas parce qu'aucune d'elles n'est vierge. Oh, je sais pas, c'est l'humour d'Andy Warhol. Hein. Wow. Et vous avez un espèce de jardinier dans un château qui séduit toutes ces dames et Dracula se fait gruger par ce jardinier puisqu'il va coucher avec toutes ces filles et donc Dracula n'aura jamais le sang qu'il souhaite. Donc, c'est un Dracula un peu difficile. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Donc, c'est un film, ce Dracula, qu'il a fait juste après son Frankenstein, beaucoup moins percutant que Cher pour Frankenstein, qui était encore un film assez bien réussi, malgré tout. Là, c'est... Bon, alors il y a une scène bien gore à la fin, avec le jardinier qui s'acharne sur notre pauvre Dracula, qui le découpe en morceaux, si j'ose dire. Et comme pour Cher pour Frankenstein, vous aviez une musique de Claudio Gysi qui est bien meilleure que pour Cher pour Frankenstein, donc c'est inversé. Une musique aussi mélancolique au piano, un peu classique, un peu jazz. Et il y a eu aussi un pressage chez Varese Sarabande, donc musique de Claudio Gysi, qui était bien mieux inspirée. Voilà pour du sang pour Dracula. Du sang pour Dracula. J'ai dit une bêtise avant, j'ai dit du sang pour Frankenstein, je me suis peut-être mélangé. Du sang pour Dracula, voilà. Flesh for Dracula. Ensuite, vous aviez le numéro 7 de la collection qui s'appelle La chasse sanglante. Voilà. Alors là aussi, pressage d'époque, mais il n'y avait pas de numéro 7. Les mystères des éditions d'époque. Voici le verso. Alors, La chasse sanglante, c'est ce volume 7 de cette collection René Château. La chasse sanglante, c'est un film un peu de redneck, un peu comme Délivrance. Vous avez un peu des vétérans du Vietnam qui pourchassent un couple qui se balade dans ces immenses forêts aux États-Unis. Et vous avez un peu ces vétérans qui vont les tourmenter ce couple et puis ensuite le chasser comme du gibier, si vous voulez. Alors moi, j'aime pas trop ce genre de film. La chasse sanglante Open Season en anglais, c'est sorti en 1974. Également. Et je n'aime pas ces films de violence directe, si vous voulez. C'est paradoxal, mais j'en ai déjà parlé cet été dans mes films sur le Festival du Nif. Délivrance, j'avais pas aimé, c'est sorti 2 ans avant. Là aussi, vous avez ces grands espaces de forêt américains. Et avec les rednecks du coin et, disons, une certaine violence gratuite. Donc en fait, j'accroche beaucoup moins à ce genre de film parce que là, c'est une violence délibérée, si vous voulez. Il n'y a pas le prétexte de la folie comme dans les précédents films que j'ai évoqués. Donc, bon, si vous aimez ce genre de film, vous pouvez essayer de le trouver. Alors,
pour ce Open Season, la chasse sanglante, il y avait une musique de Ruggero Cini, C-I-N-I, qui n'est pas du tout sortie, même encore aujourd'hui, dans quelque support que ce soit. Donc c'est une musique qui ressemble justement un peu à la musique qu'on entend dans Deliverance, une musique un peu country, un peu redneck, avec quelques pointes angoissantes. Sur YouTube, il y a une chanson de John Howard, Casting Shadows, qu'un quelqu'un a diffusé et qu'on entend dans le générique de fin du film Open Season. Mais il n'y a pas eu de 45 tours, en tout cas pas à ma connaissance. Rien du tout pour ce Open Season. Voilà, alors, après ces trois premiers volumes 4, 5 et 6, il me reste à vous présenter le non moins sulfureux numéro 8, La marque du diable. Voilà, numéro 8. Voici le verso. Voilà, La marque du diable. Alors, ça, c'est un film aussi à ne pas mettre entre toutes les oreilles et entre tous les yeux. Un film intense, un film qui montre, qui parle de l'Inquisition au XVIIe siècle. Un film de Michael Armstrong, sorti en 1970. Un film, une approche très premier degré, avec sans humour, avec un voyeurisme très important par rapport aux instruments de torture et aux sévices infligés aux gens qui étaient considérés comme hérétiques ou qui étaient considérés comme des hérétiques ou des sorcières pour les dames. Donc, cette marque du diable, vous pouvez donc dans ce film oublier les films genre Saw, les films récents, Saw, S-A-W, les films qui montrent des sévices, des tortures, parce que aucun de ces films n'arrive à la cheville de La marque du diable. Et quand j'étais gamin, quand j'ai vu cette pochette-là, j'ai été vraiment choqué, je vous le dis simplement. Et je ne pensais pas qu'il était possible d'infliger une souffrance pareille à qui que ce soit. Et ensuite, quand j'ai regardé le film des années après, je me suis rendu compte que effectivement, vous avez un film sans concession. Et si vous allez voir les musées d'instruments de torture, par exemple le Damrak à Amsterdam ou la Tour de Londres en Angleterre, à Londres, le musée, je sais pas moi, il y en a des tas en Europe, le musée des Martyrs de Paris à Paris, en France, vous pouvez voir des instruments effroyables et le film montre ça d'une manière sans complaisance. C'est vraiment un prétexte à montrer cette cruauté intense, à tel point qu'on peut se demander si elle a vraiment existé, mais enfin, d'après les historiens, ça a l'air d'être le cas. Donc on a vraiment de la chance de vivre en 2022 ici dans notre Europe très tranquille. Et d'ailleurs, concernant... alors, justement, vous pouvez voir dans ce film une intensité par rapport à ces scènes de torture, très réaliste. Et vous, mesdames, si vous voulez vous défouler et que votre fiancé vous a déçu, vous avez les nerfs, alors vous pourrez voir dans ce film des hommes sur la chaise à clous, des hommes suppliciés avec la goutte, des hommes avec un anneau avec des pointes à la taille et des pieds qui étaient brûlés avec des instruments chauffés à blanc. Et vous, messieurs, la même chose, si votre fiancé, votre femme vous tape sur les nerfs ou bien est trop jalouse, vous pourrez aussi vous défouler en voyant également toutes sortes de sévices infligés à ces dames. La table d'élongation, le chevalet de torture, les brûlures au fer,
La langue, comme on le voit sur l'affiche, alors d'ailleurs, entre parenthèses, dans le film, c'est très exagéré parce que la langue de cette pauvre demoiselle qui n'a rien demandé pour ça est arrachée. Mais en réalité, à l'époque, c'était plutôt pincé, ce qui était déjà atroce compte tenu du fait que la langue est un endroit très sensible. Donc voilà, mesdames, vous pourrez vous défouler, messieurs aussi, sans parler du bûcher aussi pour les sorcières. Donc un film, on va dire, qui est très défoulatoire, puisqu'on a tous quand même un côté un petit peu, on peut être très empathique, humaniste, mais on a aussi un peu un côté sombre. Donc ce genre de film permet de se défouler, et c'est un film cathartique, voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce film, en lecture plus profonde, et si on s'intéresse un peu au fond, c'est que on peut voir que dans toutes diverses périodes de l'histoire, on peut sombrer, l'humanité peut tout à fait régresser très rapidement dans un obscurantisme extrême. On l'a vu encore tout récemment en 2020-2021 où certaines catégories de la population étaient stigmatisées et ça a chauffé quand même assez grandement. C'est bien monté dans les tours à un moment donné et ma foi, on aurait pu très bien imaginer que ces personnes-là soient cantonnées dans une prison et torturées et pourquoi pas assassinées, comme dans ce film qui parle d'une époque. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce film. Alors, dans cette marque du diable, il y a quand même de la musique. Eh oui, c'est étonnant, mais il y en a. Il y avait donc Michael Holm qui a écrit la musique. C'était un chanteur de variété allemand dans les années 60-70 notamment, mais aussi toujours vivant d'ailleurs, Michael Holm. Il nous a fait une musique totalement décalée, qui ne correspond en rien aux atrocités qu'on voit dans le film. Alors je ne sais pas s'il a voulu prendre de la distance envers les images très percutantes, mais il nous a fait une espèce de musique 70s, genre balade champêtre et romantique et bucolique. Hein. Ça aurait pu presque être une musique pardon, pour le film Love Story. Alors en 1970, il n'y a pas eu de pressage. Il a fallu attendre l'an 2001 pour avoir un pressage de la musique de la marque du diable. Voilà. Mark of the Devil. Donc Michael Holm nous a fait quand même un thème sur les sorcières qui est bien fichu, qui est assez bien réussi, comme ça avec des pizzicatos de violon. Mais pour le reste, c'est une musique, on va dire, complètement décalée par rapport au film. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore oui, alors il y a eu un Mark of the Devil 2 que je n'ai pas vu, qui est sorti en 73. On peut le voir, il y a eu des éditions en DVD, notamment des éditions américaines, je crois. La musique de Michael Holm a été rééditée aussi en 2015 en vinyle. Donc tout ce revival des vinyles comme pour Waxwork et compagnie. Et puis voilà, je vous remercie pour ceux qui m'écoutent et je vous donne rendez-vous pour le dernier volet bientôt de cette collection René Château où il y aura donc le volume 9 et 10 et des surprises. Merci beaucoup.